On va parler politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André. Bonjour Simon. Alors, c'est le jour J. On va connaître en fin de journée l'identité du nouveau chef du Parti libéral du Canada. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette course, selon toi? Bien, c'est sûr que c'est une course, mais est-ce que c'était vraiment une course, Simon? C'est ça la grande question, hein? C'était extrêmement rapide. Les gens qui, pour avoir le droit de voter jusqu'à 15 heures aujourd'hui, devaient s'inscrire le 27 janvier. Il y a eu 2 débats. On a vu les candidats faire quasiment plus d'entrevues aux États-Unis qu'ici au Canada. M. Carney, le favori, a fait très peu d'entrevues avec les médias québécois et même canadiens. Donc, c'est sûr que je pense que les gens qui nous écoutent à la maison n'ont pas retenu grand-chose. Il n'y a pas eu de grands moments. Tout le monde a fait attention. Personne ne s'est vraiment attaqué. Oui, c'est sûr qu'on a parlé plus de Mark Carney à cause de son CV, à cause des appuis, à cause des chiffres qu'il a obtenus dans les différents sondages. Donc, si la tendance se maintient, c'est M. Carney qui devrait être couronné ce soir. Cependant, on le sait que dans le passé, peu importe les partis politiques, les courses à la chefferie, à cause du vote préférentiel, souvent, ça nous réserve des surprises. Également, il faudra voir aussi si M. Carney remporte, est-ce qu'il y aura également un fort pourcentage? Est-ce qu'il va remporter au premier tour avec une grosse victoire? Et est-ce que, selon toi, cette course a quand même été suivie par le public? Est-ce qu'il y avait un intérêt peut-être plus important qu'une course à la direction, je vais dire, entre guillemets, classique? Bien, je ne suis pas sûr que ça a vraiment capté l'attention. Ce qui a beaucoup capté l'attention, c'est ce qui se passe depuis le 1er février avec le président américain, avec les menaces de tarifs. C'est ça qui est venu un peu teinter. C'est là un peu qu'on a parlé du retour des libéraux dans les sondages. Je pense plutôt que c'est le départ de M. Trudeau qui a frappé l'imaginaire au début janvier. Par la suite, c'est Donald Trump qui a vraiment dominé l'attention, même ici au Québec et au Canada. Donc, est-ce que vraiment les gens ont retenu quelque chose? Peu importe le gagnant ce soir dans cette course-là, qui va devenir premier ministre dans les prochains jours, c'est là, à partir de ce moment-là, que les gens vont se faire une meilleure idée du nouveau chef libéral qui va devenir de facto premier ministre du pays. Et comment va s'effectuer cette transition-là, une fois que le nouveau chef sera officiellement nommé, donc en fin de journée? Il ne deviendra pas nécessairement premier ministre automatiquement. Là. Il y a peut-être quelques journées, le tampon. Exactement. Donc, ce soir, il va y avoir un nouveau chef, peut-être vers 18h, 18h30, 19h. Donc, avant d'aller se coucher ce soir, il va y avoir un nouveau chef libéral. Cependant, qu'on va aller faire dodo, c'est encore M. Trudeau qui est premier ministre du Canada. Là. Donc, dans les prochains jours, M. Trudeau, même s'il nous a annoncé le 6 janvier, Simon qui démissionnait de son poste, qui demandait au parti de faire une course à la chefferie, il va devoir remettre sa démission comme premier ministre. Habituellement, une transition, même si c'est une transition du même parti politique, donc ça va être un nouveau premier ministre libéral après une course à la chefferie, comme ça s'est passé la dernière fois en 1984. Non, excusez-moi. Comme ça s'est passé la dernière fois en 2003 avec Paul Martin et Jean Chrétien. Donc, quand ça reste dans le même parti, la transition à ce moment-là avait duré 4 semaines. En 84, avec John Turner, ça avait duré également plusieurs semaines. Avec Kim Campbell, qui a remplacé Brian Mulroney également, on parle de 2-3 semaines. Habituellement, ça se fait dans cette période de temps-là. Là, on nous dit qu'on va faire ça en quelques jours. Parce que ce qu'il faut comprendre, Simon, c'est que c'est sûr que quand on regarde ça, bien là, on se dit, bien là, ça va être les mêmes ministres, c'est juste qu'on change de premier ministre. Mais pour la machine, dans les faits, c'est comme un nouveau gouvernement à la suite d'une élection générale. Même s'il n'y a pas d'élection générale, même si c'est seulement 150 000, 200 000 libéraux enregistrés qui vont voter pour le nouveau chef qui va devenir premier ministre, pour la machine gouvernementale, c'est comme si c'était un nouveau premier ministre. Donc, il va devoir être assermenté. Également, M. Carney ou Mme Freeland ou les autres candidats, ils vont devoir former un conseil des ministres. Même si on prenait les mêmes ministres dans les mêmes postes avec les mêmes titres, il faut toutes les réassermenter. Donc, c'est vraiment un nouveau gouvernement et c'est un peu spécial parce qu'habituellement, ça se fait après une élection. On voit les sondages, on a un peu une tendance, même si c'est le premier ministre sortant qui est défait, on se prépare un peu à l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Mais là, en claquement de doigts, ce soir, avec pas l'ensemble de la population qui est consultée, les membres libéraux, ça va arriver avec un nouveau gouvernement. Et là, la nouvelle personne, du jour au lendemain, va devenir premier ministre dans les prochains jours, peut-être mercredi, jeudi. On va faire ça extrêmement rapidement. Tout à l'heure, je parlais, Simon, de 3-4 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Là, c'est 3-4 jours qu'on veut faire tout ça, mais également pour ce chef-là libéral qui devient premier ministre, bien également, il y a toute une préparation d'une campagne électorale à faire, des publicités, une plateforme, choisir des candidats.
Donc, c'est vraiment une tâche colossale là, qui va attendre l'heureux élu ce soir. Là. Et Justin Trudeau va quitter la politique. Évidemment, qu'est-ce que les gens vont retenir de son legs? Bien, c'est sûr qu'on va retenir que c'est un premier ministre qui a beaucoup dépensé, qui a doublé la dette, également beaucoup d'interventions dans les champs de compétences provinciales avec des programmes, les garderies, également l'assurance dentaire. C'est pas pour rien, hein? Jeudi en matinée que M. Trudeau a annoncé, là, à quelques jours de quitter, qu'il a vraiment annoncé une entente sur les garderies jusqu'en 2031. Donc, c'est vraiment le legs que M. Trudeau veut laisser. D'un autre côté, on peut dire, est-ce que c'est au gouvernement fédéral à payer pour ça? Je veux dire, c'est nous ici au Québec, par exemple, Simon, on a pris la décision d'avoir des CPE, mais c'est une décision qu'on a prise au niveau provincial. On a élu des gouvernements au niveau provincial qui promettaient ça. Bien, pour les gens en Ontario également ou dans l'Ouest, il aurait pu également faire la même chose. On sent que ça, c'était important pour lui. Il le dit avec beaucoup d'émotion jeudi matin, où on voit vraiment que M. Trudeau est allé vraiment utiliser ses pouvoirs jusqu'à la dernière minute. Hein. Vendredi, en fin de journée, vers 16h, 17h, il a nommé 5 nouveaux sénateurs pour vraiment venir combler. Donc, M. Trudeau, dans les circonstances, avec ce qui se passe avec les États-Unis, a vraiment exercé là, et pris ses pouvoirs jusqu'à la dernière minute. Là. On va parler maintenant des tarifs, j'allais dire chronique quotidienne des tarifs douaniers en provenance de Donald Trump. Là, comment on doit gérer toute cette incertitude? Parce que, bon, là, M. Trump a suspendu certains produits qui étaient dans l'accord avec le Mexique également. Mais là, le lendemain, vendredi, va dire, bien là, finalement, en ce qui concerne peut-être les produits laitiers et le bois d'œuvre, 250 je pourrais mettre ça dans les prochains jours. Et on voit des images d'acier et d'aluminium. Ça, il disait la semaine dernière que la date du 12 mars, elle demeurait. Donc, comment se retrouver? Comment les gouvernements font pour se retrouver? C'est extrêmement difficile, Simon, et même là, cette semaine, lorsque M. Trump a annoncé là, que les biens là, sous l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, là, on allait laisser tomber les tarifs de 25 ou 10 tout le monde se gratte un peu la tête là, parce que, également, il faut aller voir les petits caractères. Puis, effectivement, depuis qu'on a signé l'accord de libre-échange, l'ensemble des tarifs ont tombé. Cependant, tu sais, qu'on va dans le concret, là, il y a des produits qui traversent la frontière sous réglementation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, d'autres sur d'autres traités de libre-échange. Fait que c'est extrêmement compliqué. Et ce qu'on peut en comprendre, c'est que c'est le jeu de M. Trump, hein, de créer cette confusion-là, là, parce qu'au lendemain de l'annonce où on laisse tomber certains tarifs, bien là, c'est tous les secteurs d'industrie qui doivent répondre aux questions de leurs membres, de leurs acteurs, pour savoir est-ce que je vais être tarifé, qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on sent que M. Trump se sert de ça. Mais ce qu'il faut comprendre de cette, mettons, première semaine-là de tarifs, parce que vraiment, on les a imposés, on en a enlevé, on en a gardé, on a d'autres menaces, c'est nos meilleurs alliés. Là, peu importe ce que nos politiciens canadiens, là, que ce soit sur la scène provinciale ou fédérale, disent, les meilleurs alliés du Canada cette semaine, ça a été les géants du secteur de l'automobile. C'est eux qui sont allés mettre de la pression sur la Maison-Blanche, les GM de ce monde, les Ford, qui sont allés mettre de la pression et se dire hey, ça va être dévastateur parce qu'on va devoir augmenter le prix de nos pick-up ou de nos SUV de 5 000, 6 000, 7 000 $. C'est vraiment nos meilleurs alliés présentement, c'est ces géants-là qui sont allés mettre de la pression sur la Maison-Blanche. Et même si M. Trump nous dit qu'il fait ça parce qu'il aime bien la présidente du Mexique ou... Non, s'il le fait, c'est qu'il y a eu de la pression. Également, les marchés boursiers ont mal réagi. Donc, c'est comme si le fait que maintenant, avant le 4 mars, Simon, c'était une menace. Et là, tu sais, les joueurs américains ne savaient pas trop. Mais une fois que ça s'applique, une fois que c'est concret, c'est vraiment là que les grands des différents secteurs touchés par les tarifs aux États-Unis, eux, se sentent vraiment interpellés et là, qui mettent vraiment la pression au bon endroit pour faire changer d'idée le président américain. Là. On va revenir chez nous, élection partielle au provincial dans Terrebonne. Vote par anticipation aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la campagne jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est une campagne qui est plus locale, sur des enjeux plus locaux, ou le contexte national où, avec la guerre tarifaire avec les États-Unis, ça peut jouer là, dans le vote? Bien, c'est sûr qu'habituellement, une élection partielle, c'est très local. Là. On parle vraiment de ce qui se passe avec... C'est vraiment ce travail-là. Là, c'est sûr que ce qui domine l'attention, également dans Terrebonne, c'est ce qui se passe avec les États-Unis. Et tout le monde va vouloir un peu... Tout le monde va vouloir bien performer. Là. Normalement,
On le voit un peu partout. On l'a vu avec l'élection provinciale en Ontario le 27 février. C'est que, habituellement, les gouvernements au pouvoir sortent mieux du fait d'avoir une guerre. On veut la stabilité. Fait quand on est dans une guerre tarifaire comme ça avec les États-Unis commerciale, les gouvernements au pouvoir sortent en meilleure posture. Est-ce que ça va être... C'est une bonne question pour la CAQ, là, parce qu'on pouvait penser que la CAQ allait un peu pouvoir changer, se servir de ce qui se passe avec les États-Unis pour gagner des points dans les sondages. Les derniers sondages qu'on a vus, ce n'est pas le cas. Comment ça va se reproduire du côté de Terrebonne? C'est sûr que du côté de la Coalition Avenir Québec, on aimerait ça remporter cette circonscription-là. Mais le Parti québécois, de son côté, lui, Simon, bien, il a comme la pression de vouloir répéter ce qu'ils ont réussi à faire ici dans la région de Québec, dans Jean Talon. Donc, ils sont les favoris. On a vu également au niveau provincial qu'ils ont baissé un petit peu, mais ils restent en avance d'une dizaine de points sur leurs rivaux. Donc, tout le monde doit aller chercher quelque chose dans cette parcelle-là, mais c'est certain qu'il faut voir ça, comment ça s'inscrit dans le contexte plus global de la province, du pays, également ce qui se passe avec les États-Unis, que seulement les enjeux locaux. Mais tout ça va arriver, l'élection, là, vote par anticipation, l'élection le 17 mars. Il peut y avoir une élection fédérale qui va être déclenchée d'ici là. Il y a encore beaucoup de choses. La prochaine semaine va être extrêmement chargée en politique. C'est sûr que ça va enlever peut-être un peu d'intérêt sur ce qui se passe concrètement dans Terrebonne, mais ça va sans doute venir influencer le vote du 17 mars également. Une autre grosse semaine à venir. Merci beaucoup, Marc-André. Bonne journée. Merci, Simon. Bon dimanche.